Bienvenidos a todos, qué emoción estar aquí. Bueno, no estoy muy acostumbrada a que me traduzcan, así que, y bueno, párame cuando... Je suis pas très habituée à ce qu'on me traduise, donc Ewen, n'hésite pas à me faire signe si je dois aller plus lentement. Me llamo Gigi, hola a todas, y estamos muy emocionadas realmente de poder estar aquí esta tarde y compartir este espacio, así que muchísimas gracias a todos por poder estar acá y hacer esto posible. Alors c'est vraiment beaucoup d'émotions de vous accueillir et d'être accueillis aussi ici dans cet espace et grâce à votre collaboration aussi et c'est toujours un pari audacieux d'organiser des événements dans des lieux inconnus et c'est toujours une surprise de pouvoir le concrétiser. Merci de rendre ce moment possible. Bueno, voy a en realidad leer mi chuleta. Bueno, me llamo Gigi y soy una de las organizadoras de este complot que estamos viviendo hoy. Bueno. Je m'appelle Gigi et je suis une des organisatrices de ce complot auquel vous allez assister aujourd'hui. Soy parte de La Criatura, una organización transfeminista ubicada en Barcelona. Si nos quieres buscar en redes, somos La Criatura Transfeminista. Je fais partie de La Criatura, qui est une organisation transféministe basée à Barcelone. Si vous voulez, vous pouvez nous trouver sur Instagram sous le nom La Criatura Transfeminista. Y nuestro trabajo busca promover la autonomía económica entre mujeres y disidencias desde lo que llamamos economías mutantes, entendidas como las estrategias y saberes que construimos desde los márgenes para resistir las violencias y exclusiones de la norma en sus varias formas. Notre travail vise à promouvoir l'autonomie économique des femmes et des dissidences à partir de ce que nous appelons les économies mutantes, c'est-à-dire les stratégies et les savoirs que nous construisons à partir des marges pour résister aux violences et aux exclusions de la norme sous ses différentes formes. Nuestro lema es, somos las redes que creamos, y es por esta misma razón que estamos siempre por ahí buscando nuevas amigas políticas con quienes colaborar y resistir el fin del mundo. Notre devise c'est « Nous sommes les réseaux que nous créons ». Et c'est pourquoi nous sommes toujours à la recherche de nouvelles amies politiques avec lesquelles collaborer et résister à la fin du monde. Este ímpetu fue lo que nos llevó a juntarnos a una red local en Barcelona de organizaciones hermanas que se llama La Insólita. Donc c'est depuis cet élan qu'on a décidé de rejoindre et de créer un réseau local à Barcelone d'organisations sœurs qui s'appelle La Insólita. Y fue desde ahí que surgió la semilla para desarrollar esta propuesta de encuentro. Et c'est là qu'est née l'idée de développer cette proposition de rencontre. La Insólita es una red conformada por 10 organizaciones diversas que trabajamos desde las economías feministas y que hemos decidido juntarnos para hacernos fuerza y salir del sistema de competencia impuesto por el neoliberalismo. La Insólita, c'est un réseau composé de 10 organisations diverses qui travaillent dans le domaine des économies féministes et qui ont décidé de s'unir pour se renforcer et sortir du système de concurrence imposé par le néolibéralisme. Y entonces, en 2024, trabajamos en generar un espacio que nos permitiera juntarnos para compartir herramientas y metodologías, así como reflexionar sobre estructuras de organización que nos permitieran fluir en estas colaboraciones. En 2024, on a travaillé à la création d'un espace qui nous permettrait de nous réunir pour partager des outils et des méthodologies, ainsi que pour réfléchir à des structures organisationnelles qui nous permettraient de faire fonctionner ces collaborations. Y en esta ocasión conocimos a Zelda, que está ahí, y que de hecho mañana nos dará un taller hermoso, un poco un tasté de lo que hicimos con ella a lo largo de ese proceso. Et donc c'est comme ça qu'on a rencontré Selva qui est là avec nous et qui nous donnera demain un avant-goût de l'accompagnement qu'elle nous a apporté. Ajá. Y en ese momento Selva vivía en Marsella y entonces cuando el proyecto se acabó dijimos, pero ¿por qué no hacer algo parecido
en Marsella para generar este intercambio. Donc en fait, à la base, Selva habitait ici à Marseille, puis elle est à Barcelone. Et quand on a commencé à faire des choses ensemble à Barcelone, on s'est dit que ça pourrait être, et qu'elle y a déménagé, on s'est dit que ce serait intéressant de faire un événement, une rencontre ici à Marseille. También porque en Barcelona solemos ser muy endogámicas, entonces a veces hay que hacer el esfuerzo de salir de la zona de confort y buscar otras maneras de hacer. Et aussi parce qu'à Barcelone, il y a pas mal de problèmes d'endogamie, comme on dit, et donc ça nous fait du bien finalement de sortir un peu de notre ville pour faire des choses ailleurs. Entonces, hoy estamos aquí un poco porque les queríamos decir, hola, ¿qué tal? Existimos y nos gustaría saber también qué hacen ustedes, cómo trabajan y cómo poder quizás empezar a pensar juntas colaboraciones, planes maléficos. Donc l'idée, c'était surtout de se rencontrer, déjà de dire aux personnes ici qui font des choses similaires qu'on existe déjà et qu'on a vraiment envie de collaborer, de faire des ponts entre nous et de voir un peu quel maléfice on peut jeter, quel sort on peut jeter ensemble. También porque Barcelona y Marsella son territorios vecinos, son territorios que tienen muchas similaridades, entonces es importante empezar a construir esos puentes, ¿no? Et aussi construire ces ponts, ça nous semble important parce que pour nous, Marseille et Barcelone, c'est des territoires finalement qui sont plutôt voisins et qui sont assez similaires dans ce qui se passe dans la ville. Et donc ça nous semble intéressant de générer ces collaborations-là. También porque considerando el panorama global actual, nos parece importante responder activamente ante los muros de los fascismos y responder con puentes, con mezclas, con intercambio de fluidos y con cartas de amor. Et aussi, dans le contexte qui est le nôtre actuellement, qui est très difficile, face au mur du fascisme, on veut répondre par des ponts, des mélanges, des échanges fluides et des lettres d'amour. Entonces, estos 2 días lo que esperamos hacer es plantar esta semilla para ver cómo construir esta anhelada comunidad clímax, ¿no? Como este sistema simbiótico de resistencia y creatividad. Donc les activités de ces rencontres représentent une graine pour commencer à construire cette communauté climax tant attendue, un système symbiotique de résistance et de créativité. Y así esperamos poder generar un espacio que nos permita compartir estrategias y metodologías que nos hayan servido en nuestros activismos y proyectos comunitarios, así como dar paso a un diálogo polifónico que nos lleve a delinear de forma práctica y concreta posibles alliances et collaborations. Alors plus que des grands discours, ce qu'on aimerait faire, c'est créer un espace qui nous permette de partager des stratégies et des méthodologies qui nous ont été utiles dans nos activités militantes et dans nos projets communautaires, et ainsi ouvrir la voie à un dialogue polyphonique qui nous amènera à définir de manière pratique et concrète des alliances et des collaborations possibles. Y bueno, muchísimas gracias a todas las organizaciones que han decidido ser parte de esta aventura. Gracias al Centro LGBT, que es un espacio comunitario donde también pueden inscribirse, participar. Creo que hay unos QRs por allá. Y eso. Et donc merci aux différentes assos qui ont collaboré, et merci à l'espace du centre LGBT pour de nous recevoir ici. Et d'ailleurs vous pouvez devenir adhérer en fait au centre LGBT, participer aux activités ici. Il y a des affiches sur les différents espaces, peut-être à côté, avec des codes QR pour vous aider à rejoindre ce projet. Muy bien, y ahora empezaremos con... y muchísimas gracias a los traductores acá, Clem y Iwan, que nos servirán de puentes. Y vamos a ir un poco despacio, pero esto es también lo bonito de cuando se comparten espacios diversos, ¿no? Como bajarle ritmo y para encontrar esas formas de poder entendernos. Et merci aux traductrices, du coup, Clem et Wen, parce que Clem va traduire après. Et ça veut dire qu'on va certainement devoir aller un peu plus lentement, mais c'est ça aussi qui est chouette dans ce genre d'espace, c'est justement de prendre le temps, parce que c'est des espaces avec une certaine diversité, et donc des fois ça implique de prendre le temps, notamment pour la traduction, et voilà.
Entonces empezamos con el primer diálogo disidente, que es con nuestras compis. Todas lo que tienen en común es de su trabajo en la lucha contra el estigma y contra la criminalización del consumo. Donc on va commencer avec la première table ronde qui, voilà, le point commun de ces différentes associations, c'est de lutter contre la stigmatisation et la criminalisation des consommatrices de drogue. Y entonces sí queríamos empezar un poco que nos contaran quiénes son y que nos contaran sus proyectos. Alors donc si vous pouviez un peu nous raconter qui vous êtes et sur quel projet vous travaillez. Moi j'ai une question, est-ce que vous entendez bien dans la salle? Oui. Oui, ça va? Ouais. Quien quiera. Yo llevaba una presentación. O sea que no sé si el video lo puedo poner después. Vale. Perfecto. Perfecto. Hola. Bonjour. I'm Aura. Bueno, perdón. Soy Aura. Tengo un lío de lengua. Entiendo un poquito francés, pero muy poco si me habláis muy poco a poco. Si no, no entiendo un carajo. Bonjour, je m'appelle Aura et moi le français, franchement, il faut vraiment me parler très lentement, sinon je comprends que dalle, donc voilà, mais je vais parler en espagnol. Yo soy la directora fundadora de Medzineras, que es una cooperativa sin ánimo de lucro para y por mujeres que usamos drogas y personas de género expansivo, sobreviviendo a múltiples situaciones de violencia y vulnerabilidad. Donc je suis la directrice et une des fondatrices de l'asso Medzineras, qui est en fait une asso de lutte et de défense des usagères de drogue et qui sont souvent dans des situations de pas mal de violences, notamment institutionnelles. Antes de empezar a hablar de Medzineras, a mí me gusta primero aclarar un poquito de qué hablamos cuando hablamos de la guerra contra las drogas. Donc j'aimerais commencer par parler, avant de parler de mon asso, j'aimerais commencer à parler de ce qu'on entend par toute cette violence qui constitue la guerre soi-disant contre la drogue. La guerra contra las drogas es un mecanismo para el control de fronteras, de mercancías y de personas. Donc c'est vraiment en fait quelque chose qui sert à contrôler les frontières, mais aussi l'économie et le commerce parallèle. Y no es neutra, sabemos que empezamos a oír de hablar de la guerra contra las drogas con las guerras del opio, ¿no? Que se usan precisamente para doblegar a la población china. Donc c'est pas neutre, on sait que cette notion de guerre contre la drogue commence en fait avec les guerres de l'opium qui servent en fait à asservir le territoire chinois. En los años 50 pasa lo mismo con la población mexicana y el cannabis entrando en México. Dans les années 50, c'est pareil au Mexique en fait avec le cannabis qui sert à criminaliser pas mal la population mexicaine. En los años 60 con la población hippie, ¿no? Que era antimilitarista, feminista, ecologista, etcétera, etcétera, y los psicodélicos, ¿no? Et dans les années 60, cette guerre contre la drogue va s'exprimer notamment contre les hippies qui sont souvent antimilitaristes, écolos, féministes, etc. Y en los años 80 llegamos al crack, ¿no? Y a las madres usuarias de crack que parece que van a tener hijos, que todos van a estar medio locos. Eso no pasa. Ensuite, dans les années 80, on a l'idée on a l'arrivée du crack et on a l'idée des crack mothers, donc des mamans qui prennent du crack et qui vont transmettre soi-disant tout un tas de choses et d'addictions à leur bébé, alors que c'est complètement faux. Lo que sí reconocieron los médicos de los cuales salía el estudio sobre las madres usuarias de crack es que lo que sí tenían en común todas estas mujeres eran que eran pobres, eran mujeres negras la mayoría, que venían de las periferias y que había un tema de nutrición, de pobreza y de exclusión social que podía explicar mucho más la crisis que no tanto lo que era el crack, ¿no? Ensuite,
Les études, par contre, aussi bien médicales qu'autres, on finit par reconnaître que plus que le crack en tant que substance, le problème c'était plus le contexte social dans lequel se trouvaient beaucoup de ces femmes consommatrices de crack, qui souvent étaient noires, venaient de banlieues, de conditions économiques de grande précarité, et que c'était plutôt ces conditions-là qui expliquaient ce qui se passait dans leur vie. Pero ¿qué pasa cuando ponemos esa mirada feminista a la guerra contra las drogas? Que llegamos a las que eran las medzineras, ¿no? Que eran aquellas mujeres que en la Edad Media utilizaban plantas como remedio o como veneno, según, ¿no? Para el bienestar de sus comunidades. Et ensuite, nous, notre asso, elle arrive au moment où on décide de donner vraiment une perspective féministe à cette lutte contre cette soi-disant guerre contre la drogue, et de notamment travailler en fait avec des femmes et depuis des communautés où souvent les substances qui sont vues comme illégales, en fait, sont des choses qui sont culturelles, qui sont utilisées depuis très longtemps dans les cultures d'origine. ¿Quiénes eran las medzineras? Eran mujeres migrantes que venían de los Pirineos, ¿no? Que bajaban a Barcelona recopilando plantas y conocimiento y compartiéndolos con su comunidad, entendiendo el bienestar de las comunidades como algo que no es solamente individual, sino colectivo, y que va más allá de lo físico, sino que tiene que ver con lo emocional y con lo psicológico también. Donc les medzineras, en fait, c'était des femmes qui descendaient, qui traversaient les Pyrénées vers Barcelone et qui récupéraient plein de plantes, notamment médicinales, et pas dans une perspective individuelle, mais plutôt dans une perspective collective. Donc c'est-à-dire les utiliser pour le soin, pour prendre soin d'elle-même et aussi des autres. Aussi pour prendre soin non seulement de la santé physique, mais aussi de la santé émotionnelle. En fait, il y avait déjà eu un aspect très holistique, pour ainsi dire, dans leur pratique. Ah oui, merci. Cuando llega la Iglesia y viene la moral, ese bienestar tiene que prescindir del placer, entre otras cosas, ¿no? Porque ya no se trata, además del bienestar de la comunidad, sino que además transfieren este conocimiento o le dan el monopolio a un estamento médico y farmacológico que ya no busca el bienestar comunitario, sino la ausencia de dolor, de enfermedad y muerte individual. ¿Se entiende? Okay. Lo repito más fácil. Entendí las palabras, pero no. Vale. Cuando llega la Iglesia y llega la medicina moderna, ¿no? Lo que hacen... Quand l'Église arrive et la médecine moderne notamment, ce qu'ils font par rapport à la notion de plaisir notamment. La noción de placer. O sea, quien empieza a tener este conocimiento, el monopolio del conocimiento, son médicos y farmacéuticos. ¿Quiénes son los médicos y los farmacéuticos? Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a un monopole médical qui se crée, et ça, c'est les médecins en fait qui commencent à avoir ce monopole. Et en fait, qui sont ces médecins? Son hombres, clase media alta, que además se olvidan completamente de cosas como la salud sexual y reproductiva, el placer sexual, etcétera, etcétera, que formaban muy parte del bienestar que las medicineras también estaban abogando, ¿no? Donc bien sûr, ces médecins-là, ça va être des hommes de classe moyenne ou de classe aisée, et qui vont avoir une perspective, bien sûr, en fait, du bien-être qui fait totalement abstraction de ce que défendaient les medicineras jusque-là, c'est-à-dire de prendre en compte le bien-être personnel, aussi le plaisir, et tout ce qui est aussi, bien sûr, les droits reproductifs et tout ce qui concerne la santé sexuelle des femmes leur importait peu à ces médecins-là. Quien en una sociedad tiene el poder sobre el placer, sobre el dolor, tiene extremadamente poder. Quien define quién tiene acceso a las sustancias que te dan
acceso al placer, a la ausencia de dolor, al bienestar emocional, à la calme émotionnelle, tienen mucho poder. Et bien sûr, c'est énormément de pouvoir, de pouvoir comme ça avoir un tel monopole sur les substances qui peuvent donner du plaisir, mais aussi contrer la douleur. Ça donne un pouvoir immense aux personnes. Por lo tanto, mi opción es, ¿cuáles son las drogas que están prohibidas? ¿Por qué? ¿A qué se llama droga? ¿A qué se llama medicamento? ¿A qué se llama alimento? No responde a cuestiones objetivas de las sustancias, sino que responde a un posicionamiento claramente político y a unas relaciones de poder claras. Donc clairement, c'est une position politique et il y a des relations de pouvoir dans la définition qu'on va donner à ce qui est une substance licite ou illicite, etc. Todas las personas utilizamos drogas, la diferencia es si las podemos comprar en el bar, en la farmacia, en el supermercado, o tenemos que irlas a buscar a un lugar ilegal. Donc finalement, on utilise tous des drogues, mais ce qui va changer, c'est où est-ce qu'on se les procure, que ce soit au bar ou alors à la pharmacie ou chez le médecin, ou bien est-ce qu'on va devoir aller les chercher dans un endroit comme ça un peu plus reclus. Es por eso que a mí no me gusta tanto hablar de reducción de daños, aunque tenemos que hablarlo, sino que me gustaría poder hablar del uso de drogas de una manera mucho más libre, sin tenerme que centrar en los daños, sino poder preguntar qué es lo que aporta el consumo de sustancias a las personas, ¿no? Et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop faire des grands discours sur la réduction des risques, mais c'est plutôt en fait ce qui m'intéresse, c'est de parler de pourquoi est-ce qu'on utilise toutes ces substances, en fait, qu'est-ce que ça fait aux personnes, et ça, je trouve que c'est un débat qui est plus intéressant, mais qu'on a peu. Y como me he comido los 10 minutos sin hablar de mentiras, os voy a poner un vídeo. Y lo miráis y luego podemos hablar un poquito más. Podemos hablar un poquito más de lo que os surja, porque si no... Je m'appelle Clem et je travaille pour l'Observatoire et défense des droits des usagers de drogue, qui est un dispositif marseillais porté par l'association ASUD, Autosupport des usagers de drogue. Et je suis ravie de rencontrer Médecineres parce que ça fait des années que j'avais envie que cette rencontre se passe et parce qu'elles ont l'air de faire des trucs super à Barcelone. Donc je suis super contente que cette rencontre ait lieu. Hola, me llamo Clem y estoy muy feliz de estar acá con ustedes porque, bueno, hago parte de ASUD Marseille, que es una asociación un observatorio y una asociación de defensa de los derechos de los usuarios de drogas. Y hace mucho tiempo que he escuchado hablar de... En verdad, tú te podrías traducir también, ¿no? ¿No habías dicho eso? Pero ya te di la traducción. Ya. Y estoy muy feliz porque hace años que escucho hablar del trabajo que están haciendo en Barcelona con Medecineres y estoy muy emocionada de poder estar acá y compartir con ustedes y poder como avanzar juntos también, ¿no? Donc j'irai moins loin dans l'histoire jusqu'aujourd'hui, mais juste parler que ASUD, ça a été créé à la fin des années 90, donc c'était vraiment un produit de la lutte contre le VIH-Sida. No voy a ir tan lejos como tú explicando la historia de la asociación, pero solo voy a decir que surgió con las luchas en contra de la epidemia de VIH-Sida en los 90, sí. Y eso. Et donc, ça s'inscrit dans toute la politique de santé publique qu'on appelle la réduction des risques, qui a pris forme à ce moment-là et qui inclut donc l'accès inconditionnel au matériel stérile d'injection et de consommation, l'accès au traitement de substitution et plus généralement l'accès au système de soins et l'idée un peu de santé globale. Se inscribe lo que hacemos en la política de salud pública de reducción de riesgos, así la llamaron acá, y se trata de acceso incondicional a material estéril de inyección y consumo, acceso a tratamientos de sustitución, como los TSO, acceso al sistema de salud, y eso. Et donc ASUD est
l'association qui devait être porteuse de la salle de consommation à moindre risque de Marseille, qui malheureusement ne va pas voir le jour pour le moment suite à un abandon des politiques publiques. Y lo que pasó es que también Asud tenía que estar encargada de la sala de inyección que iban a hacer acá en Marsella, pero bueno, las autoridades públicas abandonaron el proyecto, entonces tuvimos que dejarlo. Donc en France, il y a seulement 2 salles de consommation à moindre risque, on appelle HSA maintenant Halte Soins Addiction, mais il y en a une à Paris et une à Strasbourg, et Marseille, ça devait être très important que ce soit la 3e, et malheureusement, pour le moment, ça n'aura pas lieu. Hay solo 2 espacios así de consumo más seguro, para así decirlo. Hay uno en París y uno en Estrasburgo, y era muy importante que tengamos uno acá en Marsella, pero bueno, no resultó. Et donc, dans cette idée de santé globale, en 2015 a été créé l'ODDU, donc l'Observatoire et de défense des droits des usagers, dans l'idée de recueillir les témoignages des difficultés que rencontraient les personnes usagères de drogue dans leur vie, et puis ensuite de défendre, de proposer un dispositif de soutien juridique pour défendre leurs droits. Entonces el ODDU, el Observatorio de Defensa de los Derechos de los Usuarios de Drogas, fue creado en 2015 y después evolucionó en el 2018 hacia la defensa concreta de los derechos con acompañamiento jurídico. Aujourd'hui, on est dans une position particulière puisque c'est la fin de l'ODDU, malheureusement, et je pense qu'on va en parler beaucoup cet après-midi, des problèmes de financement de nos différents projets, mais en tout cas, le ministère de la Santé a décidé d'arrêter, enfin le ministère, en tout cas son incarnation locale, a décidé de plus financer le projet, et donc là, pour le moment, ça va être un arrêt de ce dispositif. Pero por desgracia lo que pasa es que este proyecto tiene que parar también porque el gobierno ya no da financiamiento para este proyecto, entonces tiene que parar. Et on va pouvoir parler, je pense, beaucoup de répression plus tard, donc moi aussi j'ai une petite vidéo à montrer sur ces questions de répression, et on pourra parler des différents visages que prend la répression de l'usage de drogue en France. Me imagino que también las demás van a hablar bastante de los temas, ¿no? de la represión y también eso de la falta de fondos, ¿no? Entonces después les voy a mostrar un video corto que habla de la represión acá en Francia. Et je vais passer la parole à Edna, et je suis aussi très contente de partager cet espace de parole avec le projet du Drug Lab, qui est aussi un magnifique projet communautaire. Avec Medicine RS, je suis comblée. Y estoy muy feliz también de compartir ese momento con Edna, que nos va a hablar ahora también del bus 31, 32, etcétera, y porque en cuanto que este proyecto que hacen ellas es estupendo acá en Marsella, y me hace muy feliz poder compartir ese espacio. Donc bonjour, moi je suis Edna, je suis chimiste et je travaille au Drug Lab, qui est donc un des services de Plus belle la nuit, le bus 3132. Hola, me llamo Edna y soy química y trabajo en el Drug Lab y en el bus 31-32, que son estructuras de análisis de drogas y qué más, a ver, muchas cosas. Y también está el Plus belle la nuit, que significa más bella la noche, que es también una organización conjunta. Oui, du coup je vais partir là-dessus. Donc le bus 3132, c'est un XAPA CARUD, donc je développe l'acronyme peut-être. Donc XAPA, Centre de soins d'accompagnement et de prévention en addictologie. CARUD, Centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Donc une partie plutôt addicto-accompagnement et une partie réduction des risques. Entonces, el bus 31-32 se tratan de servicios que son de centros de atención, acompañamiento y prevención en adictología, y también centros de acogida y apoyo para la reducción de riesgos para usuarios de drogas.
Donc c'est organisé, cette association, autour de deux pôles. Un pôle qu'on peut appeler, disons, le bus 3132, qui est à destination d'usagers, usagères de drogue en situation de grande précarité. Entonces hay como dos sectores, dos grupos, para así decirlo, en la organización. Hay uno que es del bus 31-32, ese es de ayuda a la vida cotidiana y es destinado a los consumidores de drogas en situación de gran precariedad. Donc ce pôle s'est organisé autour de projets d'aller vers. Entonces, eso se trata de acercamiento, o sea, de trabajo de calle, de ir a hablar con la gente directamente. Voilà. Y en francés se llama aller vers, lo que significa acercarse, ir hacia. Donc des maraudes de rue, permanence de délivrance de traitement de substitution au local, mais aussi dans la rue avec un bus. Entonces son rondas callejeras, también un servicio permanente de administración de tratamiento de sustitución en el local, pero también en la calle, con ayuda de un autobús. Et du coup de l'aide dans les démarches de droit commun et d'accès aux soins. Y también hay acompañamiento y ayuda en los trámites de derecho común y acceso a la salud. Et donc du coup le deuxième pôle, qui est le pôle festif, appelé Plus belle la nuit, disons, qui est à destination d'usagers et usagères de drogue qui fréquentent les lieux de fête sous toutes ses formes. Y luego el otro sector es el sector que llamamos festivo, que se llama Plus belle la nuit, y ese es destinado a los consumidores de drogas que van a lugares de fiesta. Donc de la même manière, dans cette démarche d'aller vers, les projets de ce pôle, c'est à la fois en milieu festif, donc à l'aide de maraudes, à l'aide de stands dans des clubs, des festivals et des free parties, donc légales ou illégales. Entonces eso, con esa idea de acercarse, ¿no? Vamos a hacer rondas, vamos a discotecas, festivales, free parties, raves, que sean legales o ilegales. Mais aussi du coup en ligne avec le projet numérique qui s'appelle KEPS. Y también hacemos un proyecto en línea que se llama KEPS. Donc le Drug Lab, c'est un projet de cette association qui accueille donc le public de ces deux pôles. Entonces, las acciones tienen como objetivo la reducción de riesgos relacionados con el consumo de sustancias, la información y el acompañamiento a los consumidores entre estos dos sectores. Donc c'est né en 2020-2021, créé par le bus 3130. 2020-2021, voilà. Et du coup, en plus des publics de ces deux pôles, on a aussi un gros réseau de collecteurs, collectrices dans la région PACA. Entonces, ese primer sector que hable fue creado en 2021-2022 y también al lado de eso tenemos toda la parte que es análisis de drogas en el laboratorio. Donc, ce qu'on propose, c'est de l'analyse de drogue à visée de réduction des risques, anonyme et gratuite. Entonces, ofrecemos análisis de drogas anónimos y gratuitos. Afin d'informer sur la composition et la teneur des produits circulant à l'échelle de la région. Y ese es con el fin de reducir los riesgos, informar sobre la composición y el contenido de los productos que circulan en la región. Et du coup de contribuer au système d'alerte sanitaire en cas d'identification de produits dangereux. Y se trata también de contribuir al sistema de alerta sanitaria si es que se identifican productos peligrosos. Je vais peut-être passer un peu plus vite sur la partie technique, là, le truc après. Mais du coup, juste pour... il y a différentes techniques qui permettent de faire de l'analyse et de l'identification de drogue. Nous, on est équipé d'une chromatographie en phase liquide à détection UV. Entonces, tal vez no voy a entrar mucho en detalles técnicos y científicos, pero tenemos una cosa que se llama cromatografía líquida de alta resolución acoplada a un detector UV de barras de diodos.
Mais un mot qui n'est pas là, c'est que différentes techniques à différents coûts. Ça, c'est une technique qu'on a pu obtenir dans le cadre de l'association grâce à un financement qui n'est pas la plus développée, qu'on pourrait trouver à l'université, mais qui est quand même très performante. Entonces no se trata de la técnica la más desarrollada que existe, pero como recibimos un fondo, logramos usar esta y igual es bastante buena esa técnica. Donc nous, on peut identifier 130 produits, des drogues, leurs produits de coupe et des médicaments, et on peut en quantifier 25. Entonces, con esa técnica podemos identificar 130 productos diferentes, que sean drogas, productos de corte, medicamentos, y también podemos cuantificar 25 productos. Et si nous, on a un problème avec l'identification d'échantillons, on peut compter sur un partenariat avec un laboratoire de toxicologie et un laboratoire universitaire qui est à Brest. Y también si hace falta podemos acudir a un colaborador que es un laboratorio de toxicología analítica que bueno, está en los hospitales de Marsella, hospitales públicos, y también hay un laboratorio universitario en Brest, en Bretaña. Et donc, l'information qu'on obtient quand on fait de l'analyse de drogue comme ça permet de développer les connaissances des usagers et usagères de drogue, de favoriser une consommation de ces substances qui est informée de manière objective et... Non, tu peux continuer. Et de manière générale de stimuler la discussion autour des substances et de leur utilisation. Bueno, la información que obtenemos sobre los productos permite desarrollar los conocimientos de los usuarios, fomentar un consumo informado y, en general, estimular el debate sobre las sustancias y sus usos, además de poder informar en caso de productos potencialmente peligrosos. Donc l'entretien de collecte qui se passe avant l'analyse, c'est disons l'outil de réduction des risques le plus important aussi, qui est c'est un outil de réduction des risques qui est super important. C'est un moment qui est confidentiel et privilégié à l'écart des personnes qui peuvent se trouver sur le stand ou dans le local. Et c'est un moment où il y a de nombreuses questions et de nombreuses discussions qui peuvent émerger, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est dans une permanence ou en maraude. Entonces lo interesante también es la entrevista que hacemos previa al análisis de producto. Y esa es como la herramienta mayor y importante para la reducción de riesgos que hacemos nosotros, porque se trata de un momento confidencial y privilegiado entre alguien de nuestra estructura y la persona que viene. Y es interesante porque genera bastante debate, hay como preguntas, temas que podemos hablar de una forma un poco más tranquila, un poco más como aisladas de toda la gente que está en una fiesta, ponte tú, o en la permanencia, ¿no? Cuando recibimos gente, ahí podemos hacerlo un poco más íntimo, ¿no? Donc en fait, l'analyse de manière générale avec cet entretien, c'est pour beaucoup d'usagers et usagères une porte d'entrée vers les autres services de l'association. C'est-à-dire que les gens viennent pour l'analyse et restent pour aussi, disons, les autres services comme des entretiens avec la psychologue, le XAPA, Carud et tout ce qu'il a à offrir, ou être redirigé vers d'autres structures en cas de problème auxquels on ne peut pas répondre. Y lo que es interesante con eso del análisis es que en general eso es como la puerta abierta para que la persona se quede para otras cosas que ofrecemos nosotros. Entonces puede ser como entrevista con una psicóloga, otros servicios del XAPA, Carud, o también reorientar a esas personas hacia otras estructuras que necesiten. Et donc par ailleurs, nous, l'obtention des données chiffrées sur la composition des substances, elle est publiée intégralement sur le site internet. Y luego cuando tenemos ya hecha la análisis, esa la publicamos en nuestro sitio internet y ahí la gente puede ir y mirarlo.
Donc ça permet de renseigner le public sur les produits qui circulent, mais aussi du coup pour nous fournir des données objectives qui peuvent être utilisées, recontextualisées dans le cadre du projet numérique KEPS. Ok, entonces eso permite informar al público sobre los productos en circulación, pero también proporcionar datos objetivos que pueden utilizarse y contextualizarse en el marco del proyecto digital KEPS que hablé antes, ¿no? Del sitio internet. Donc KEPS, c'est un média en ligne qui est formé autour d'un site internet et d'un compte Instagram qui propose du contenu à destination de personnes qui font la fête ou qui usent des drogues ou simplement des curieux et curieuses que le sujet intéresse. Entonces el KEPS de Plus Belle la Nuit es un sitio web y también una cuenta de Instagram y ofrece contenidos para personas que salen de fiesta en todas sus formas o que consumen drogas, que sean legales o ilegales, y también simplemente a curiosos que se interesen en el tema, ¿no? Et le dernier volet de KEPS, c'est aussi qu'il propose des entretiens en ligne avec une psychologue ou des intervenantes en réduction des risques via le compte Instagram ou par message pour toucher aussi les personnes qui habitent pas forcément à Marseille ou dans les villes. Y KEPS también ofrece entrevistas en línea con un psicólogo, una psicóloga o con profesionales de reducción de riesgos a través de su cuenta de Instagram o por mensaje, y eso es bastante útil cuando las personas no viven en Marsella. Et ensuite, enfin là, si les analyses qu'on fait sont principalement faites dans notre laboratoire à notre local, on est aussi présente en milieu festif via un laboratoire mobile. Y en conclusión, aunque las análisis se realicen principalmente en el laboratorio de nuestro local, también estamos presentes en entornos festivos a través de un laboratorio móvil. J'aimerais juste ce que je t'ai envoyé par mail juste là il y a 2 heures. Ouais, j'ai pas vu, mais... Ok, vas-y, tu cours bien. C'est juste pour présenter du coup un des projets que je mène au Drug Lab depuis quelques mois et qui tourne autour de l'analyse des hormones DIY. Y quería aprovechar la oportunidad para hablar de otro proyecto que lancé hace poco de análisis de hormonas. Hormonas DIY. DIY, entonces do it yourself, hechas por ti misma. Donc pour contextualiser et donner un peu de contexte, comme c'est difficile d'accéder selon les contextes aux hormones par le biais d'un médecin, il y a beaucoup de personnes trans, surtout des femmes trans, qui se tournent vers des circuits DIY pour l'approvisionnement en hormones injectables. Para darles un poco de contexto, lo que pasa es que como es bastante difícil obtener recetas médicas para personas trans, sobre todo para mujeres trans, de forma más, con un médico, muchas de ellas van a acudir a hormonas hechas así caseras. Donc ces substances qui sont en fait créées, fabriquées dans des contextes communautaires. Donc l'analyse de ces substances, ça présente un intérêt en termes de santé publique parce qu'elles échappent à tout contrôle, mais ça serait aussi comme un appel du pied à une communauté qui fréquente pas ou peu les structures existantes, l'Exapac Arud. Entonces hay dos cosas con este proyecto. Primero, como están hechas así caseras, puede ser interesante hacer este análisis para saber un poco más, para poder analizar estas hormonas, ¿no? Y también lo vemos un poco como una forma de atraer este público hacia esas otras estructuras como el CARUD y CAPSA. Ça va. Donc le projet il est en co-développement avec plusieurs assos et collectifs trans. Y este proyecto lo estamos haciendo colaborando con varios colectivos trans. Ouais, donc au cours des discussions, il y a un truc qui a émergé, surtout de la part du collectif Trans et Tox.
Cuando lo hablamos, bueno, surgieron varias cosas importantes, sobre todo que vienen del colectivo Trans Itox. C'est que ce projet, ça permettrait de créer une représentation plus positive et de pouvoir dépasser un peu la transphobie perçue que les publics peuvent avoir quand on pense désolé, je m'embrouille complètement. Un des problèmes que rencontrent les publics trans dans les démarches d'aller vers un XAPA ou un CARUD, c'est l'anticipation de la transphobie qu'il peut y avoir à l'accueil de ces structures. Lo que pasa y por qué queremos trabajar esto es que muchas personas trans no van a acudir a los CARUD o XAPA porque se temen de la transfobia que piensan que van a encontrar ahí, entonces no van. Et donc, du coup, un projet comme ça permet en fait d'être identifié comme un endroit qui est accueillant pour les personnes trans et donc du coup de les attirer. Entonces la idea es atraer a estas personas trans con ese lugar acogedor para que puedan acudir. Et donc de la même manière en fait que tout à l'heure on visitait le Tipeee, de la même manière que fournir du matériel pour l'injection d'hormones au sein d'un programme d'échange de seringues. Entonces me veo un paralelo también porque fuimos a visitar el Tipeee antes, donde está Sud, y me parece como interesante también que un lugar como a Sud tenga materiales para inyección de hormonas ahí también. Et voilà. Et désolé, du coup, c'était pas très bien préparé parce qu'en fait, c'est un projet en développement, c'était pas tellement sûr de pouvoir en parler, du contexte, etc. C'était super. Sí, está disculpando, pero estoy diciendo que no se disculpe. Dice que es un proyecto en desarrollo, entonces por eso como que no tenía tantos detalles. Bueno, pero brutal. Yo quería hablar en français. Oui. Non, je te demandais si on regardait la vidéo de Medcineres de présentation. Aussi, moi, j'avais plus envie de parler de la répression, le truc de narcotrafic, des différents outils de répression qu'il y a. J'ai fait une petite vidéo par rapport à ça aussi. Mais peut-être on peut d'abord voir la présentation de Medcineres. Du coup, ça dure 7 minutes, c'est ça? Parce que celle que tu as traduite... ¿Y el de 7 minutos no? ¿Es demasiado largo? Pero es de Medcineres. Ah, no es de Medcineres. Ah, entonces no. Mais du coup, le sous-titre que tu as fait, c'est pourquoi? Yo descargo el video y ustedes conversen por mientras. Ya, ok. Si queréis os voy explicando un poco lo que es Medcineres. Sí. Donc je vais expliquer un petit peu plus de choses sur Medcineres pendant que Selva va chercher la bande-annonce du collectif. Barcelona, en cuestión de reducción de daños, somos muy pioneras a nivel europeo, sobre todo a raíz de la institucionalización que tuvo a finales de los años 80, principios de los 90, donde ya empezamos a tener servicios de análisis de sustancias, distribución de material higiénico bastante popularisado por todos lados. Donc nous vraiment on est assez pionnières à Barcelone en termes de réduction des risques. En fait on a commencé dans les années 80-90 à beaucoup travailler sur le sujet de l'accès au matériel. Salas de consumo acompañado. Salles de conso, aussi d'avoir accès à du matériel d'injection, du matériel de consommation plus safe, etc. Et aussi l'analyse de drogue. Llevamos 30 años de reducción de daños, sabemos su éxito. Barcelona pasa de ser una de las ciudades con mayores muertes derivadas de VIH y de sobredosis. De hecho, era la primera muerte accidental entre nuestra generación.
Et donc, on voit, après 30 ans de lutte, on voit les effets que ça a, puisque à la base, Barcelone était la ville numéro 1 en Europe des morts, enfin pour les morts d'overdose et aussi de VIH-Sida. Y ahora no lo es. Y esto es gracias a que hubo un consenso entre los diferentes partidos políticos de no utilizar las políticas de drogas como arma arrojadiza, sino apostar por la reducción de daños como una herramienta de salud pública. Et ça vient des luttes qu'on a menées, qui ont mené les partis politiques aussi à ne plus utiliser la guerre contre la drogue comme épouvantail politique. Et donc aussi, il y a eu plus de subventions octroyées à ces luttes-là, et c'est ça qui nous a permis de faire en sorte que Barcelone n'est plus maintenant numéro 1 en termes d'overdose et de morts. Pero también sabemos, después de 30 años, también sabemos los límites, ¿no? Y sobre todo un modelo que se ha institucionalizado y se ha profesionalizado y ha dejado fuera del diseño, la implementación, el monitoreo y la evaluación a las personas que usan drogas. Mais on voit aussi les limites après 30 ans, puisque il y a eu toute une institutionnalisation qui s'est jouée et qui a en fait vraiment laissé à la porte de toutes ces pratiques-là et de tout ce travail les personnes concernées en fait. 29 sale para dar respuesta a aquellas mujeres que no llegan a ninguno de los servicios, tampoco a los de reducción de daños. Hablo de mujeres y también de personas de género expansivo que no llegan a los servicios. Ellos son 85% son hombres y además están diseñados por y para hombres, por lo tanto no son lugares seguros para ellas. Donc Metzineras, l'idée c'est vraiment d'avoir un lieu pour les femmes et les dissidences de genre pour qu'elles puissent venir, puisqu'en fait tout ce qui est pousse institutionnel en termes de réduction des risques, ça va être 85% des hommes cis qui vont y venir, et donc c'est pas du tout des endroits où les femmes et les dissidences de genre vont se sentir à l'aise et en sécurité. Y con la convicción de que aquí el problema no son las drogas, porque si miras el panorama, lo que te encuentras, y ya no lo decimos nosotros, lo dice la Organización Mundial de la Salud, es que el 87% de las personas utilizamos drogas sin problemas relacionados. O sea, sabemos usar drogas y muy bien. Et en fait, le problème, c'est pas les substances, puisque d'ailleurs l'OMS le dit même, puisque dans 87% des cas, il y a vraiment, pour 87% des consommatrices de drogue, en fait, elles n'ont aucun problème avec leur consommation, quoi. El 13% que sí tiene problemas, tendríamos que ver si tiene problemas con las drogas, o lo que nosotros vemos en Metzineras es que... Ahora voy a dar datos. Donc en fait faudrait voir si c'est pas le problème, c'est pas par rapport aux substances, alors c'est quoi le problème finalement pour les 13% qui restent. Perdón, voy a datos que no me sé de memoria. Pero bueno, me lo sé más o menos. El 70% no tienen techo, viven literalmente en la calle, perdón. Donc 70% sont sans abri, elles vivent dans la rue. El 86% no tiene una vivienda segura, o sea, vive en una situación de violencia, de abuso, etcétera, en casa. 86% en fait ne sont pas en sécurité chez elles, souvent elles vivent des violences conjugales, etc. Perfecto. El 77% lidian con diagnósticos de salud mental. 77% doivent faire face à un diagnostic en santé mentale. El 40% han enfrentado situaciones de LGTBIQ-fobia. ¿Cuánto? 40%. 40% ont dû faire face à des LGBTQIA+ phobies. 49% han tenido experiencias migratorias, el 34% son personas racializadas. Donc 49% ont vécu la migration.
34%. Et 34% sont des personnes racisées. Alrededor de un 40% han sido encarceladas, el número está infravalorado. Environ 40%, et c'est sûrement un chiffre vu à la baisse, ont été incarcérés à un moment. Y el 100% sobreviven a múltiples situaciones de violencia y vulnerabilidad. Tenéis la presentación. Et 100% vivent en fait des situations de violence ou de vulnérabilité croisées, en fait, des intersections de tout ça. Aquí. Perdón. Ah, no, ya está, mira, ya lo hago yo. Ok, esto eran las mujeres impactadas por la guerra contra las drogas. No os voy a explicar quién es, pero por favor leeros la biografía de Billie Holiday y lo entenderéis todo, ¿vale? Alors, ça parle de femmes impactées par les drogues, etc. Mais en fait, si vous voulez plus de détails, vous avez qu'à lire la biographie de Billie Holiday et ça va pas mal résumer les choses. Esto es una campaña internacional que también seguirla, porque es precisamente decir que las políticas de drogas son un asunto feminista y es muy importante. Donc ça, c'est une campagne internationale et qui dit, et c'est important que c'est vraiment quelque chose où le féminisme a toute son importance à jouer. Vale, entonces nosotros lo que hicimos es crear primero la red de mujeres que usamos drogas y a partir de juntarnos un montón de mujeres para saber qué necesitábamos, nos llegó algo de dinerito y empezamos Medgineres. Donc d'abord, on a créé un réseau de consommatrices de drogue, d'usagères de drogue, et grâce à des subventions qu'on a pu capter par cet intermédiaire-là, on a créé Medgineres. Lo hacemos desde una mirada muy holística que no va de drogas. Además, desde una entrada directa, no tienen que pasar por ningún requisito inicial y no en base a las necesidades, sino a las expectativas, a los intereses, a las inquietudes. Ok, de nuevo, parando un poquito. Vale. Ah, ¿estás leyendo? A ver. Sí, ahí arriba. Entonces. Lo tienes ahí arriba, más o menos. Mira, perfecto. Entonces, más o menos. No le estaba leyendo, pero más. Ya. ¿Dónde está? La segunda párrafo. Ah oui, donc il y a une approche vraiment holistique et individualisée qui se concentre sur les particularités de chacune. Et ça propose en fait des réponses adaptées et flexibles. Et surtout, il y a une entrée directe et immédiate selon les inquiétudes des personnes en fait. No hablamos solo de salud, hablamos de derechos humanos, hablamos de transversalidad de género, hablamos de comunidad, porque entendemos además que siempre nos han tirado el rollo. Perdón. Donc en fait on parle de droits humains, on parle aussi de transversalité de genre, de stratégie communautaire, d'économie sociale et solidaire, etc. Parce que pour nous c'est pas seulement une affaire de consommation et de santé, voilà. Porque siempre nos han dicho además que la reinserción, la recuperación es individual y nosotras sabemos, y especialmente desde las mujeres, que la resiliencia es colectiva y a nosotras no nos salvamos solas, ni los médicos nos salvan las amigas, ¿no? Entonces... Bon, aussi parce qu'on sait en fait que pour nous le plus important dans la santé elle est collective et communautaire, puisqu'en fait c'est pas les médecins et les professionnels de santé souvent qui vont nous sauver, c'est nos copines. Estos son nuestros valores, la creatividad genuina, porque lo que se estaba haciendo no funcionaba. Donc ça c'est nos valeurs là avec les icônes, il y a la créativité genuina, authentique. La ternura radical, nosotras no sancionamos ni expulsamos a nadie, todo el mundo es bienvenida, porque además pensamos que, entre otras cosas, detrás de Medgineres no hay nada, está la calle, y además porque pensamos que si llegas aquí es porque has vivido mucha violencia y una falta de amor, y eso locura, amor y pertenencia. Et la tendresse radicale, pour nous, c'est très important parce que ça veut dire qu'en fait, on va pas te juger. On sait que tout le monde a des parcours souvent hardcore. Si t'es arrivé jusque-là, c'est qu'en fait, t'as vécu des trucs souvent vraiment pas cool. Et du coup, on est là, on veut t'accueillir à bras ouverts. Nos atrevimos a romper protocolos. Cuando empezamos a decir lo que queríamos hacer, nos dijeron que no era posible y aquí estamos 8 años más tarde.
Et nous, on n'hésite pas à vraiment briser tous les protocoles, parce qu'au début, quand on est arrivé, on nous a dit que ce qu'on faisait, c'était impossible, qu'on n'allait pas y arriver, et en fait, on est encore là 30 ans plus tard. Con un compromiso antiprohibicionista, porque lo que se prohíbe no desaparece, se hace más precario, más peligroso y además más estigmatizado. Un compromiso antiprohibicionista, porque lo que se prohíbe no desaparece, se hace más precario, más peligroso. Et on est vraiment engagé dans une dynamique anti-prohibitionniste, puisqu'on pense vraiment que interdire et punir, ça règle rien en fait, ça crée juste plus de problèmes. Y no vamos a terminar con el uso de drogas, sino con las causas estructurales de exclusión y violencia que hay detrás de los problemas que tienen las personas que usamos drogas. Et on va continuer à parler en fait des problèmes que rencontrent vraiment les personnes qui ont un lien en fait forcément avec l'utilisation de substances. Yo nací el día 16 de octubre. Espérate, lo pongo pause. Vale, no te preocupes. Ahí hay que subir el volumen de celui d'en bas. Si tu peux tourner le potard d'en bas. Et là, on aura le son normalement. Perdón. Vale. Ahí viene. A ver, no sé dónde viene. A ver, espérate que no sé dónde viene. ¿Dónde está? Aquí. Yo nací el día 16 de octubre de 1986. ¡El maldito y viejo patriarcado! La resiliencia es colectiva y cuando piensas un modelo desde ahí, puede coger todas las formas. Es todo un sector poblacional de comunidad que está mucho más vinculado a los márgenes. No es para nada simple. Te despiertas en la mañana que estás ya cansado. En la mente todo se mantiene, se va como el fuego. Si no tiene, tiene. Si lo quema, frena. Estoy cansada de esta vida patógena. Ya no creo en los poemas. Cuando alguien, por el hecho de hurtar en un supermercado un trozo de queso porque no tiene medios económicos, eso se transforma en cárcel. Lo único que hace que no formes parte de la comunidad, que formes parte, es la mirada. Lo central es que está basado en los derechos humanos. Permite dar un enfoque, dar un espacio transversal a todo lo que hacemos. Engranaje de Iguales desde Manchineras lo entendemos como el hecho de dar valor a la experticia de cada persona. Ni la tecnicidad no se encuentra por encima de cada una. Soy Manchineras es mi casa. Estoy convertido en mi lugar, en mi familia. Es eso, Manchineras, compañerismo. Dejas fuera la agresividad que encuentras en la calle. Es mi santuario. Muy rápido, pero para deciros un poco lo que hacemos. Ponemos a la persona en el centro, son las mujeres que van entrando desde su heterogeneidad las que deciden qué y cómo quieren mejorar o mantener su vida. No hay barreras, ellas entran directo, no tenemos entrevista inicial porque creemos que son ellas las que tienen que decir cuándo, cómo y con quién quieren compartir su intimidad. Intentamos reducir las barreras de acceso. Ay, perdón. Que se me olvida que me trazo. Lo siento. Donc l'idée c'est de chercher comment en fait se centrer vraiment sur la personne et ses expériences et se baser sur la liberté de se définir et de se redéfinir. Aussi le fait que c'est les personnes qui décident sur leur propre vie, tout ce qui est empouvoirment et aussi pour améliorer son bien-être personnel. Et juste si je peux rajouter un truc, parce que dans ce qu'elle a dit, c'est pas noté, mais elle a parlé du fait qu'il n'y a pas d'entretien préalable et qu'en fait, ils décident pas avant avec qui les personnes elles ont envie de partager leur intimité. Et ça, je trouve ça intéressant parce que nous, par exemple, à Sud, on a toujours un entretien de premier accueil et là, il n'y a pas ça.
Eso, intentamos reducir las barreras de acceso para que puedan llegar a las redes estandarizadas y sean bien tratadas en las redes estandarizadas, aunque lleguen normalmente no tienen dónde ir. Donc l'idée vraiment c'est de réduire les barrières et d'améliorer l'accès à tous les réseaux en fait de soins auxquels d'habitude elles n'y arrivent pas parce qu'elles s'y sentent pas bien en fait. ¿Corto? No, ¿corto ya? Sí, sí. Corto ya, ¿no? Sí, sí. Vale. Solo os paso un par de fotos rápidas, así y lo veis. ¿Vale? Esta es la sala para que veáis. Este es el lugar de detrás, tienda gratis, el espacio de consumo. Donc ça ahí c'est se pueden inyectar y esnifar. la zone de gratuité, là c'est la zone où on peut consommer tranquille. Sitio para dormir, para la metanfetamina, ahora mismo es la herramienta de reducción de daños más importante. Donc il y a un endroit aussi où on peut se poser, faire la sieste. C'est une zone par rapport à la méthamphétamine qui est vraiment une zone de réduction de risque importante en ce moment. Y el espacio de fumado, que allí se puede fumar de todo, la lavadora y la charla. Et il y a une salle fumeuse où on peut fumer ce qu'on veut, il y a une machine à laver, etc. Bueno, tenemos un espacio de derechos donde las mujeres pueden hacer penas alternativas a prisión y a la multa con nosotras. ¿Cómo? Vale, pues ya paro. No Oui. pasa nada, no pasa. Juste, elle a dit qu'ils ont un espace d'alternative aux peines pénales et du coup, les personnes, au lieu d'aller en prison, elles peuvent venir faire des alternatives à leur peine avec elles. Gracias. C'était magnifique. Je ne sais pas combien de temps il nous reste. ¿Cuánto tiempo nos queda? Como media horita. Ya. Bueno, en realidad también aprovechar de esta situación que se generó, creo como una pregunta que surge y también como qué preguntas tendrían, bueno, tanto los colectivos, los unos con los otros, pero también desde el público, porque también un poco, cómo pensar en relacionarnos, ¿no? Como con esos proyectos tan complejos como cómo relacionarnos. Du coup, il nous reste une demi-heure, donc ça peut être l'occasion vraiment avec tous ces collectifs et ces personnes qui sont ici, de voir comment est-ce qu'on aurait envie de faire du réseau ensemble. S'il y a des questions, des remarques, aussi bien des personnes qui ont présenté que des personnes qui sont dans le public, c'est le moment d'échanger, ce serait vraiment chouette. Pero antes quizás Mais peut-être avant... ¿Dónde está el otro micrófono? Non, bah moi juste, j'avais fait une petite vidéo, mais débile, mais c'est parce que j'étais très en colère sur une nouvelle annonce de Macron d'augmentation de l'amende pour usage de stupéfiants. Montre-la, ça dure 1 minute. Et c'était juste pour parler un peu de la répression aussi, pour parler du contexte français aussi, parce que là c'est super inspirant ce qui se passe à Barcelone, ça fait trop rêver, mais nous on a l'impression qu'on est vraiment en train de serrer les fesses. Y hice un videíto porque estaba súper enojada por unas declaraciones que hizo Macron hace un tiempo y porque claro es muy inspirador lo que nos cuentan desde Barcelona, pero acá la verdad es que la situación es muy fuerte, muy difícil y eso. Et après, on pourra un peu parler de... Bon, voilà, c'était une petite vidéo que j'ai fait, mais en fait, moi, ça me permet aussi de parler de ce que je pense qui est important qu'on crée entre nous, c'est de la créativité. Et du coup, il faut qu'elle s'exprime de toutes les façons possibles. Y bueno, ese video lo hice porque estaba enojada contra la represión que hay, que se da, pero también porque quería mostrarla, porque siento que usar la creatividad en cualquier forma nos ayuda bastante y a eso tenemos que pensar, ¿no? Et tenemos que compartir. Tout ça n'arriverait. Alors, il va falloir remettre le son à la... Ouais, désolé. S'il n'y avait pas des gens qui gentiment achètent de la cocaïne, du hash, etc., etc. Et moi, j'en ai ras-le-bol d'avoir des jeunes qu'on pleure et dans des quartiers d'avoir d'autres gens qui considèrent que c'est festif d'aller acheter de la drogue.
et qui sont généralement pas des mêmes milieux sociaux. Alors, il y a quelques années, on disait, il faut qu'il y ait une poursuite pénale. Comme on n'arrivait pas à faire une poursuite pénale, ça prenait un temps fou, parce qu'il fallait ramener au poste, etc., on a mis en place, c'est une innovation des dernières années, une amende forfaitaire délictuelle. Tout de suite, on peut vous mettre l'amende. Ça a permis de commencer à avancer les choses. Mais maintenant, on va changer drastiquement sur 2 trucs. 1, les procédures de recouvrement. On va mettre des commissaires de la République pour aider les finances publiques, la justice à les recouvrer. Parce qu'on a des taux de recouvrement qui ne sont pas satisfaisants. 2, on va le passer à 500 € l'amende. « 500 €, parce qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue en vie. Parce que ça n'est pas festif de se droguer. Ce n'est pas la même chose que des choses qui sont licites. Il y a ce qui est licite et illicite dans une démocratie. Il faut juste que toute personne qui consomme de la drogue se dise bien qu'elle alimente aujourd'hui le narcotrafic qui fout nos villes et nos quartiers en l'air. Si on ne dit pas ça clairement aux gens, on se trompe de cible. Voilà, c'est de... Et du coup, sur ces questions de... Enfin là, on parle de l'amende forfaitaire, c'est un peu la version à la ville. À la campagne, il y a les tests salivaires sur les routes, sur les sorties de free party. Entonces, bueno, en este video hablé de las multas, pero eso es más en la ciudad, ¿no? Porque en áreas más rurales lo que hacen son como test con saliva, ¿no? Y ahí como que te quitan el carnet de conducir y cosas así. Et sur cette amende forfaitaire, donc qui existe depuis quelques années, en fait, on est le département en France où il y a le plus d'attribution d'amendes. Somos el departamento en Francia, la región donde se ponen más multas en toda Francia. Et 95%, c'est pour des fumeurs de joints dans la rue. Y 95% es por fumadores de porros en la calle nomás. Donc c'est vraiment une des politiques racistes. Entonces es una de las políticas más racistas que hay. Et cette amende, c'est pas seulement une amende, c'est aussi un délit. C'est pour ça qu'elle s'appelle amende délictuelle. Y esa multa no es solo una multa, sino que también es un delito. Donc por eso se llama así. Ça va être inscrit dans son carnet, dans le casier judiciaire. Y eso va a ir en tu, en tu Ah, me lo perdí. Eso, gracias, en tu expediente legal. Et aujourd'hui, on a des réformes des lois sur l'immigration qui disent que pour le moindre trouble à l'ordre public, on va non seulement ne pas renouveler, mais même peut-être t'enlever ton titre de séjour. Y ahora tenemos un discurso y leyes que van en ese sentido de decir que por cualquier delito que hagas, incluso si de trouble al orden público es cuando estás como en la calle haciendo algo que la policía no le gusta, te pueden no renovar los papeles o incluso quitártelos. Voilà, donc c'était juste pour dire un peu le contexte qu'on affronte en France en ce moment. Entonces eso era para darles un poco de contexto de lo que está pasando ahora en Francia. Voilà, on peut peut-être plus faire circuler la parole maintenant. Y ahora tal vez mejor si pasamos el micrófono si quieren aportar. S'il y a des interventions, des gens qui veulent parler, dire quelque chose. Du coup, pour les personnes qui n'étaient pas là au début, on parle un peu bêtement dans un micro alors qu'il n'y a pas de son, mais c'est parce qu'on enregistre. Donc, s'il vous plaît, parlez aussi dans le micro pour vos questions, comme ça on aura une belle archive de cette journée. Para las personas que llegaron después, estamos así hablando en micrófonos y no suena y están pensando qué onda, qué están haciendo, pero es importante porque estamos grabando para los compañeros que no pueden estar acá. Así que si van a hablar, mejor hacerlo en el micrófono. Du coup, moi, j'avais une question pour l'assaut de Barcelone. Tenía una pregunta por la organización de Barcelona. À Sud, où Clem travaille, où je travaillais avant, on fait face à
Enfin, on ne s'est pas du tout resté une asso communautaire et je me demandais comment vous faisiez face à ça à Barcelone, comment vous arriviez à rester, enfin si vous étiez encore une asso communautaire et comment vous arrivez à rester une asso communautaire. Entonces, en ASUD, donde trabaja Clem y donde trabajé yo antes, bueno, al principio fue creada como una organización comunitaria, pero ya no lo es tanto. Entonces, me pregunto cómo lo están haciendo en Barcelona, si existe también esa dinámica, ¿no? de que deje de ser comunitario, o cómo lo hacen. Nosotras nunca hemos querido ser un servicio. Alors nous, on n'a jamais voulu être un service, en fait. Nosotras nos definimos como activistas y como vecinas del barrio. Nous, on se définit comme militantes et comme voisines de notre quartier. Y evidentemente, como somos vecinas del barrio, que la mayoría no tiene casa, no tiene nada, pues tenemos que dar unos servicios básicos. Et donc, comme on est des voisines, en fait, il y en a certaines dans notre quartier, des voisines, elles ont rien. Donc, en fait, faut leur filer des trucs, c'est normal, c'est l'entraide. Ese ha sido nuestro primer paso para poder hacer todo lo demás. Mais ça a été vraiment notre première étape pour ensuite faire tout le reste. Y nuestro local es muy pequeño, entonces casi toda nuestra actividad se hace en la calle. Notre local, en fait, il est très petit, donc presque tout ce qu'on fait, ça se fait dans la rue. Entonces, nuestro trabajo es continuamente comunitario. Las vecinas entran, organizamos las fiestas del barrio con ellas, estamos en el entramado vecinal. Donc en fait, les voisines, vraiment, elles sont tout le temps, elles rentrent, elles sortent du local, on fait des trucs ensemble. Quand il y a des fêtes de quartier, on est là, on participe et tout, c'est normal, quoi, c'est la vie du quartier. Y además las mujeres forman parte del equipo. Las mujeres que llegaron como participantes se van incorporando dentro del equipo, en el diseño, la implementación, en el monitoreo y la evaluación. Et en plus, les femmes qui arrivent, elles viennent, en fait, elles finissent par participer à tous les niveaux de l'asso, en fait, que ce soit dans la préparation des projets, que dans leur réalisation, dans leur analyse ensuite, etc. Si nos institucionalizáramos, ya no seríamos nosotras. Et si on s'institutionnalisait, on serait plus nous-mêmes, en fait. Puede pasar que los servicios vayan profesionalizándose. Alors ça arrive que les services se professionnalisent. Pero hemos puesto todos los esfuerzos para que sean los otros servicios los que se comunitaricen y no nosotras las que nos institucionalicemos. On a fait beaucoup d'efforts pour qu'en fait ce soit l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que ce soit plus les services qui se communautarisent plutôt que nous qui nous professionnalisions. Pero hemos sido muy serias a la hora de ofrecer evidencia. Et on a été très très sérieuse au moment où on devait donner des preuves un peu de ce qu'on faisait, faire nos preuves. Entonces, yo creo que si pides lo que es la jornada laboral a cualquiera de las trabajadoras que trabajan con nosotras o con un servicio institucionalizado, nosotros trabajamos 3 veces más. Et alors du coup, ce qui se passe, c'est que si en termes de journée, de temps de travail, tu demandes dans les institutions combien les gens travaillent et combien nous on travaille, en fait nous certainement on travaille 3 fois plus. Entonces, no siempre es fácil para las trabajadoras. Donc voilà, c'est pas toujours facile pour les travailleuses non plus. Tenemos más preguntas en el público, también como si aquí tenemos preguntas entre colectivos. Yo tengo miles. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public quoi? Clem dit, moi j'en ai des milliers des questions, mais bon. Mais je pense que comme je serai bientôt au chômage, je vais pouvoir aller vous rendre visite. Pero como voy a estar en paro pronto, voy a poder ir a darles una visita en Barcelona. Des questions. Bonjour, ça marche. Moi j'ai une question pour la légalisation du cannabis en Espagne. Je ne sais pas du tout comment ça s'est passé et depuis quand ça date et si vous pouvez nous partager un peu comment ça s'est passé.
pour nous aider à le faire en France, je sais pas. Me interesa el tema de la legalización del cannabis en España. Si pueden hablar de cómo pasó eso, cómo fue, por qué, cómo, y si para poder hacerlo también acá. Bon, elle dit, bah non, en fait, il n'y a pas eu de légalisation du cannabis en Espagne. Ou la décriminalisation. Yo no soy experta en cannabis, no soy la mejor para contestarte, pero te voy a intentar hacer un resumen muy antropológico général. Alors moi, je suis pas du tout spécialiste du cannabis, mais je vais essayer de te faire un petit résumé un peu anthropologique, peut-être. Una cosa son los clubes sociales canábicos, que es lo que tenemos en Barcelona y en algunas comunidades autónomas. Donc il y a un truc qu'on appelle les clubs de fumeuses de cannabis qui existent en fait à Barcelone et dans certaines communautés autonomes. Y eso pasa sin tener que cambiar la ley, porque en España consumir drogas no es ilegal. Et ça marche sans changement de loi, puisque en Espagne, c'est pas illégal de consommer de la drogue. Lo que es ilegal es vender y transportar según cómo. Ce qui est légal, en fait, c'est de vendre et de transporter à des fins de vente et compagnie. Entonces, los clubes sociales canábicos son posibles porque somos cada una de las socias las que ponemos un dinero para nuestro consumo propio. No hay venta. Donc en fait les clubs ça fonctionne pourquoi? Parce qu'en fait c'est comme payer une adhésion en fait au club, c'est pas acheter du cannabis. Légalement bien sûr. En teoría. En théorie. Entonces, por eso los clubes sociales canábicos no cambian la ley, no legalizan el cannabis. Donc c'est pour ça que les clubs sociaux, là, les clubs de fumeuses de cannabis, en fait, ne changent pas la loi et ils sont possibles grâce à ça. Lo que ha habido ahora, ha habido una semi-regularización de lo que es el cannabis medicinal. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une semi-régularisation du cannabis médicinal. Es lo peor que nos pueden hacer. Mejor que sea ilegal. Ce qui est en fait la pire idée du monde. En fait, ça aurait été mieux que ça reste, que ce soit illégal. ¿Por qué? Porque es mucho más caro, porque te restringe mucho las cantidades. O sea, los criterios que se han puesto son extremadamente medicalizantes, lo cual deja fuera la mayoría del consumo de cannabis que tenemos todas, también el terapéutico. Alors pourquoi c'est nul? Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que y a des critères tellement compliqués pour réussir à se faire prescrire du cannabis médical. En plus, c'est super cher. En plus, on t'en donne vraiment pas beaucoup, et ça fait que la majorité des gens qui consomment normalement du cannabis, et notamment des gens qui en consomment pour des raisons thérapeutiques, en fait, sont complètement en dehors de ce système-là. Porque además nos venden con el discurso de terapéutico como si salir de fiesta no fuera terapéutico. Nosotros no vamos al psicólogo tanto porque nos tomamos MDMA con las amigas los fines de semana y nos sienta muy bien. On nous parle de thérapeutique. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quand je sors avec mes copines et que je prends de la MD, peut-être que c'est thérapeutique pour moi en fait. Donc faut arrêter aussi avec ce discours-là. ¿No? La ketamina ahora para la depresión mayor, cuando nosotros ya lo sabíamos. La psilocibina lo mismo, el LSD otro que tal, ¿no? Donc on nous parle de la kétamine pour la dépression sévère, ça on le savait déjà, on était déjà au courant. Après on nous dit ceci, cela, les champis, microdoses, c'est bien aussi, ça tout ça on le savait déjà en fait. Y lo digo de cachondeo, pero no lo digo de cachondeo. Hace 20 años un gran amigo, José Carlos Bouso, empezó a hacer los primeros estudios en España sobre MDMA para el estrés postraumático para mujeres que habían sobrevivido a agresiones sexuales, hace 20 años. Et en plus, je fais le style comme ça, mais en fait, vraiment, j'ai un ami il y a 20 ans qui avait fait une étude sur la MD en fait et son utilisation potentiellement thérapeutique pour des femmes qui avaient vécu des violences sexuelles notamment. No se lo dejaron continuar. Et on l'a pas laissé continuer sa recherche. Ahora, ¿por qué sí se están haciendo los estudios de MAPS en Estados Unidos?
¿A quién cogen de estudio? A los soldados que venían de Afganistán y los israelíes. ¿Por qué apuestan tanto por los psicodélicos? ¿Quién tiene mayor poder y mayor conocimiento sobre los psicodélicos? La gente no es tonta, ¿eh? O sea, lo que hace. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que, comme par hasard, il y a de l'argent pour faire des recherches sur les produits psychédéliques notamment, et ça va être aux États-Unis, ça va être dans le cadre de l'armée états-unienne, notamment sur les vétérans qui reviennent du combat. Mais nous, on n'est pas bêtes, en fait, on voit tout ce petit manège. Le micro, c'est... C'est bon pour toi. Moi, j'avais deux questions pour revenir un peu sur la question de la professionnalisation. Désolé si vous l'avez dit que j'étais pas là, mais est-ce que du coup vous avez quand même des temps de travail salariés ou des financements qui vous permettent de salarier des personnes ou pas, ou est-ce que vous faites tout bénévolement et auquel cas comment vous tenez pour faire tenir ça, enfin tout ce que vous faites? Tengo dos preguntas. La primera, tal vez ya lo hablaron, pero sobre también la profesionalización, si son voluntarias o si igual tienen fondos y que hay algunas personas si cobran un sueldo o no, ¿cómo lo hacen con esto? Et la deuxième question, c'était sur la répression, la prohibition. Est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment qu'il y a un durcissement ces dernières années de la prohibition en Espagne, ou est-ce que c'est vraiment un truc français? Parce que comme nous, là, on est un peu étouffés par tout ça. J'ai du mal à me rendre compte si c'est un truc national ou si vous aussi, vous êtes affecté par le même genre d'évolution. Y mi segunda pregunta es sobre la represión y la prohibición, si también, porque a nosotros nos cuesta acá, está muy duro, como ya lo hablamos, entonces como lo sienten también como algo que se está poniendo más duro allá en Barcelona o en el territorio español, en términos de represión y prohibición. La pregunta que quería hacer yo iba enfocada un poco a lo que estaba hablando de la entrada de Estados Unidos directamente en casi todos nuestros territorios, y tiene que ver con el fentanilo. Si hay una emergencia de fentanilo actualmente, si está entrando en el territorio europeo y de qué manera ustedes nos pueden contar cómo está sucediendo esto actualmente. Ma question par rapport à en fait les États-Unis qui rentrent par la force dans tous nos territoires, notamment ces derniers temps. Et ma question porte plus précisément sur le fentanyl. Est-ce que vous avez des problèmes avec ça? Est-ce que cette substance est en train de rentrer sur vos territoires, etc. ¿Por dónde empezamos? Okay. Nosotras todas cobramos, todas, también las participantes. Alors nous en fait tout le monde est payé en fait, même les participantes. También las participantes que trabajan, no las que vienen. Las que trabajan. Les participantes qui travaillent bien sûr, hein, pas celles qui viennent en permanence, mais celles qui travaillent. Eso era la primera. Y la segunda pregunta era sobre la represión. Vale. Hay otras maneras de reprimir. Tú no puedes consumir en la calle, por lo tanto, si vives en la calle es muy fácil que te pillen. Donc en termes de répression, c'est surtout que en fait c'est plus dans la rue. La répression elle s'est accrue par rapport à en fait pas laisser les gens consommer dans la rue. Donc si tu es en situation de rue, si tu es sans domicile fixe, ça devient plus compliqué. Entonces la policía tiene otros mecanismos para reprimir a la gente cuando quiere, no le faltan. Lo que pasa que no es porque tú consumas, pero si te pillan consumiendo en la calle sí que te pueden poner una multa. Alors c'est pas en fait la police, de toute façon les flics ils font bien ce qu'ils veulent, s'ils veulent te réprimer, ils vont le faire, mais en fait ça va pas être pour consommation, puisque voilà, on l'a déjà vu, ça n'existe pas, mais par contre ils peuvent te mettre une amende quand même, si tu consommes dans la rue. Y si queréis luego hablad un poquito de la situación de los fentanilos aquí, y si queréis os explico un poco cómo está en Estados Unidos, porque yo vengo de allí ahora. Entonces, voy a hacer un poco la comparativa y explicar un poquillo
Peut-être je vais passer le micro d'abord à ma droite pour que les camarades puissent parler du fentanyl peut-être sur Marseille, et puis ensuite, comme là je reviens justement des États-Unis, je pourrais un peu vous parler de la situation là-bas. Désolé. Du coup, juste là, les informations que je donne, c'est pas forcément que des informations qu'on a recueillies nous au Drug Lab et au bus. C'est des informations que mes collègues ont ramenées de la réunion du TEDI, le Trans-European Drug Checking Association. Donc, je vais traduire en français, pourquoi pas. Que esa información que les voy a entregar no es solo de las organizaciones de las cuales participo, pero también de colegas que fueron al encuentro europeo. ¿C'est européen, c'est ça? No. Oui, c'est ça. El encuentro europeo sobre el consumo de drogas. ¿No? Oui, voilà. La réunion c'est la réunion des actrices de la RDR au niveau européen, dans lequel il y a une réunion du réseau européen des personnes qui font du drug checking. Ok, es una reunión a nivel europeo de organizaciones que trabajan en reducción de riesgos, y hay una parte de eso de laboratorios de análisis. Donc l'idée, c'est que plutôt, même si ça faisait peur et que ça inquiétait l'arrivée pas que du fentanyl, mais des fentanyloïdes, parce que c'est une famille de produits chimiques en Europe, a priori, c'est pas quelque chose qui va arriver ou être très important en Europe. Bueno, se supone que de lo que hemos conversado no es solo el fentanyl, sino que también es una familia, ¿no? Los fentanoloides. Pero de lo que hemos conversado, al parecer, no va a llegar con mayor fuerza acá en Europa. Ce qui faisait peut-être plus peur dans les dernières années, c'était l'arrivée des nitazenes, qui est une autre famille d'opioïdes de synthèse et qui est encore plus puissante pour les composés de base, disons, que les fentanyloïdes. Pero lo que sí da más miedo y que tal vez se está confirmando es Nitazen. Los nitazen, que son también opioïdes, pero mucho más potentes además que el fentanyl. Donc ça a été beaucoup retrouvé dans des cachets d'opioïdes, de fake opioïdes, comme des faux comprimés d'oxycodone ou d'hydromorphone. Y esa sustancia la hemos encontrado bastante en pastillas de opioides falsos, para así decirlo, como que venden como Oxycontin, pero no lo es, pero ahí sí que tienen esta sustancia dentro. Voilà, beaucoup plus dans le nord de l'Europe, aux Pays-Bas ou en Grande-Bretagne. Mais en fait, il y a 2 ans, il y a eu quand même une personne qui est morte à Montpellier. Je crois que c'était un faux comprimé d'oxycodone qui contenait du coup du nitazen. Y eso está mucho más presente en el norte, en los Países Bajos, por ejemplo, pero sí, hace 2 años una persona murió en Montpellier, acá en el sur de Francia, cerquita, de lo que parece que fue una pastilla de oxycodone falsa que tenía nitazen. Donc ça, c'est ce qui faisait le plus peur récemment, la montée des nitazen. Mais apparemment, ça va aussi être de très courte durée, vu que ça a été banni dans le principal pays producteur, qui était la Chine. Pero lo que pasa es que, bueno, ese miedo mayor que teníamos con esa sustancia, tal vez no va a ser tan largo en el tiempo, porque el mayor país productor de nitazen, China, lo acaba de prohibir. Voilà. Donc, ce qui nous fait plus peur maintenant, disons les nouvelles, les anticipations de nouvelles modes, de nouvelles trends comme ça, c'est la famille des orphines, qui est encore une autre famille de composés, d'opioïdes de synthèse, et le détournement d'anesthésiques vétérinaires ou pas, quoi.
Ça, oui. Alors ça, on avait déjà un peu en tête, mais non, oui, mais ce genre de truc, voilà. Entonces, anticipando un poco las nuevas modas de consumo, ¿no? Hay otras sustancias que nos tienen un poco más preocupadas a nosotros. ¿Tu peux redire? Orphine. La familia de los orphine, que son también opioides bueno, sintéticos, ¿no? Y también hay como usos derivativos de anestesiantes y eso. Et du coup, juste pour finir, et je pense que tu vas compléter, il faut aussi se dire que la situation en Europe et aux États-Unis n'est pas forcément comparable du fait de l'accès de base aux opioïdes et à la prescription qui est pas la même. Y también decir que la situación me parece bastante distinta entre Europa y Estados Unidos porque el acceso a opioides por receta médica es muy distinta. Perdón, no sé si... Hola a todos, yo soy Geyser. Creo que puede ser un giro de tema, pero como un puente, porque se nombró un poco el tema de las hormonas y que también estabas en un proyecto de hormonas. Alors, je vais peut-être changer un petit peu de sujet, mais je le vois comme plus créer un pont entre les choses, parce que tout à l'heure tu parlais des hormones et des hormones DIY notamment. Siento igual que tiene una relación con la temática porque también siento que hay una cierta medicalización también con los discursos fascistas y biologicistas con respecto a que a querer que no haya acceso a las hormonas para personas trans y sobre todo el miedo que hay sobre los posibles efectos adversos, de lo cual siento que no muchas personas tenemos acceso a los estudios que se puedan haber hecho con esos efectos. Donc moi je me pose la question parce que par rapport à toute cette fascisation à laquelle on doit faire face en ce moment, en termes d'accès aux hormones, bien sûr que ça pose plus de problèmes, ça va plus en poser dans l'accès, dans un discours aussi très d'une biologisation accrue du discours et qui va nous empêcher en fait d'avoir accès a ces substances-là. No para la prohibición, justamente un poco siguiendo esa línea, ¿no? No para la prohibición, porque de hecho muchas personas trans al momento de querer acceder tenemos que firmar un consentimiento. Personalmente a mí me han intentado convencer de que no lo haga, pero igual nosotros vamos a optar por consumir y por atravesar tanto la testosterona como los estrógenos y demás, pero sí no para prohibirlo, sino para saber cómo acompañar ciertos procesos, porque en este querer un poco saber sobre la salud integral desde nosotros y no solo desde las personas cis, he notado que ha llegado, bueno, yo soy entrenador y ahora estoy en un proyecto de salud integral intentando conectar con otras personas que aborden la salud y he notado que muchas personas con diagnósticos de fibromialgia, dolor crónico o, bueno, demás cosas. Alors... En fait, je pose pas cette question par rapport à tout ce qui est prohibition des substances, mais c'est plutôt en fait pour dire que déjà nous on a du mal à avoir accès aux informations claires sur les traitements auxquels on a accès, déjà parce que il n'y a pas d'études ou très peu, ou alors on n'y a pas accès. Et ensuite... No, tranqui. Hasta ahí está bien, ¿sí? Tranquille. Sur l'usage des hormones dans ce cadre-là, c'est ça?
Pardon, oui. Hago un resumen para que ir a la propuesta. Entonces, con otras personas, tanto personas que son médicas trans, ostéopathes, physiothérapeutes, Donc on fait tout un travail de santé communautaire justement avec des ostéopathes, des médecins, médecines, etc. En fait plein de professionnels de santé trans du coup. Hay como un cierto interés sobre estudiar sobre esos procesos, sobre conocer más sobre las hormonas, sobre cómo funciona como en el cuerpo, en el sistema. Il y a toute une dynamique comme ça de vouloir plus étudier de manière communautaire l'effet des hormones qu'on prend. Y bueno, yo sabía que en Francia se dice, por Latinoamérica, por ahí, que aquí hay como unas hormonas que están hechas como caseras y que son de un laboratorio, pero nunca vi ni supe quiénes eran. Et il y a une rumeur dit, jusqu'en Amérique latine, c'est arrivé cette rumeur, qu'ici en France, il y aurait un laboratoire secret où sont fabriquées des hormones. Mais on ne sait pas qui fait ça, on ne sait pas. Et toi? Je ne dirai rien dans le micro. Sí. Y la pregunta es como si hay posibilidad de, como más en esta idea de puente, de conocer colectivos, si hay posibilidad de como conocernos y saber saber más sobre las hormonas, quienes no tenemos el conocimiento químico o médico, pero trabajamos con la salud igualmente. La question c'est plus est-ce qu'il y a moyen de partager des informations entre justement groupes ou individus trans qui nous intéressons à cette question des effets que les hormones peuvent avoir sur nos corps. Merci pour la question. Du coup, alors pour répondre un peu dans le désordre, mais alors oui, de mon point de vue, en ayant voyagé, disons un peu à droite à gauche en Europe, j'ai l'impression que la France est à la pointe de la production d'hormones DIY, en tout cas, qu'il y a beaucoup d'organisations communautaires autour de ça, que ce soit pour la producción y la difusión. Entonces es cierto que yo tuve la oportunidad de viajar en varias partes de Europa y al parecer Francia está un poco que sí como ahí como arriba de la producción y de la difusión, también la distribución de hormonas caseras. ¿C'est-à-dire? Une seule personne quoi, qui était Une seule personne qui est derrière. Ellos están teniendo una conversación secreta que no puedo escuchar muy bien. En fait, non, Clem disait, mais une seule personne derrière tout ça. Et justement, non, en fait, ce que j'ai découvert récemment, c'est qu'il y a aussi des personnes qui produisent pour leurs amis, pour elles et leurs amis. Mais, disons, le truc qui distingue un peu... par exemple, aux États-Unis, j'ai l'impression que c'est très développé, ce truc de faire du DIY pour soi et ses amis. En France, c'est beaucoup des productrices communautaires. Et il y en a déjà 3-4 en France. Entonces la Clem me decía, pero hay solo una persona, ¿cierto? Y le decía que no hay solo una persona, que hay como varias personas y como en Estados Unidos, ponte tú, ahí sí que son más como unas pocas personas que producen hormonas para ellas y sus amigues. Pero acá en Francia lo que se da más serían como 3-4 personas que tienen una producción comunitaria. Entonces no lo hacen solo para sus amiguis, sino que también para distribuir a compañeros. Et donc du coup, de fait, avec le développement de l'accès aux hormones DIY, il y a eu aussi un développement d'initiatives plus ou moins structurées de médiation en santé autour des questions d'injection de produits, etc. Et donc du coup, il y a beaucoup de collectifs trans en France qui ont des moments, des permanences dédiées à
distribuer de l'information justement et d'accompagner les personnes qui souhaitent utiliser l'injection d'hormones, surtout DIY. Y eso también impactó un poco lo que las actividades propuestas por colectivos trans que van a proponer más como talleres de autoinyección, como aprender cómo hacer las inyecciones, etcétera, aprender a usar hormonas DIY, etcétera. Et donc du coup, pour la réunion un peu de début du projet d'analyse d'hormones, on a réuni toutes ces personnes et on a passé, je pense, plus d'1 heure à lister toutes les questions justement qu'on se posait. Et c'est là tout l'intérêt d'avoir une structure comme le Drug Lab, c'est de dire ça, on pourrait répondre à ces questions via notre laboratoire. Ça, on pourrait éventuellement faire un partenariat avec un laboratoire universitaire, etc. Et du coup, de dire... nous, on peut être un appui, disons, scientifique pour répondre aux questions que se posent les personnes qui font la médiation en santé autour de ces questions. Me perdí, perdón. Ya me cansé. Tu peux résumer un peu? Pardon. Ouais, on a fait une réunion avec ces assos qui font la médiation. Hicimos una reunión con todos esos grupos activistas que hacen mediación de salud. Et du coup, pour résumer toutes les questions qu'on se pose sur les dangers de l'injection, de l'hormonothérapie DIY. Y listamos así, hicimos una lista de todas las preguntas que teníamos sobre consumo de hormonas, autoinyecciones, etc. Et de voir ce à quoi nous on peut répondre en interne ou en faisant des partenariats de recherche. Y así la idea era ver hasta qué punto podemos responder a todas esas preguntas nosotros internamente dentro de estos grupos con la red, o si tenemos que buscar un poco como colaboraciones externas para tener esas respuestas. Et ça aussi, ça revient sur ce que tu disais, c'est pas les médecins qui vont nous sauver. Il y a très peu de recherches sur l'hormonothérapie des personnes trans. Et du coup, si nous, on pousse pas aussi avec nos moyens pour faire ça, ça ne se fera pas. Y como bien dijiste antes, como decías, como que, bueno, los médicos no nos van a salvar, no nos van a entregar información válida y importante. Tenemos que nosotros hacerlo y buscar y investigar y después compartir esa información. Merci à toutes les personnes qui sont ici pour cette table ronde. Et merci à le public pour être ici. Nous allons fermer cette table ronde et ouvrir immédiatement les autres tables rondes. ¿No? ¿Una petite pause? ¿No? Vamos a comer. Ajá. O sea, la propuesta ahora es, bueno, como también con lo que estaba diciendo Guys, de conocernos, pues hay unos snacks, un apero ofrecido por The Noble Kitchen, que va a hacer la mesa redonda siguiente. Entonces ahora haremos una pausa, salir, vamos al bar, aquí al lado, al bar del centro, comer alguito, tomar alguito, fumar un cigarro, un porro no, porque no sabe, yo voy a fumar igual. Alors avant de reprendre pour la deuxième table ronde, en fait il y a The Noble Kitchen qui nous propose un petit apéro. Ce sera dans la salle du bar juste à côté, comme ça on peut prendre l'air, fumer une cigarette, un pétard. Non, on va pas fumer un pétard parce que sinon après on va être défoncé. Enfin, elle a fait une blague là-dessus, bon. Voilà. Y a las 6:30 volvemos acá para la segunda mesa. Et on revient à 6h30, c'est dans 20 minutes.